Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Accès Direct. Nous sommes le lundi 10 février 2020 et voilà ce qui nous attend ce soir. Didier Lucine, entraîneur de patinage artistique à Annecy, est avec nous ce soir pour réagir après la démission du président de la Fédération des sports de glace, Didier Gallagher. Et du sport aussi en ce lundi avec Annecy Squash qui prépare la compétition Annecy Rose Open, une compétition de squash exclusivement féminine. Direction ensuite les lacs, sont-ils une menace pour l'environnement? Deux scientifiques viendront répondre à cette question. Et pour finir, Cyril Robert viendra nous parler de son aventure avec sa jument au cœur des Alpes. Mais tout de suite, c'est les titres du journal présentés par Sébastien Germain. Salut Sébastien, tu vas bien? Ça va, ça va. Alors, ce soir, on va bien sûr reparler du coronavirus au Contamine-Montjoie. Oui, c'est l'information principale de ce week-end. C'est officiel depuis samedi. 5 cas d'infection par le coronavirus ont été donc découverts en Haute-Savoie, du côté de la station des Contamine-Montjoie. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a fait le déplacement ce dimanche. Il y avait une grande vague de dépistage. Reportage complet dans ce journal avec Emmanuel Jaude, Fanny Debuisson. Et on aura aussi un reportage de Victoria Lopez qui est allée aujourd'hui du côté des Contamine-Montjoie pour voir un petit peu comment ça se passe et surtout comment les vacanciers voient l'arrivée de ce coronavirus. Donc un journal complet sur le coronavirus, mais aussi une randonnée qui a eu lieu samedi pour protéger la montagne. Oui, direction Montrichet-Albanne dans la vallée de la Maurienne, où une centaine de personnes que tu as suivies, Clémence, issues de plusieurs associations de défense de l'environnement, se sont réunies pour une randonnée en montagne. Objectif de cette randonnée, dénoncer l'urbanisation grandissante des territoires de montagne. Donc on verra ton reportage complet. Merci Sébastien. Merci, à tout à l'heure. Et Sébastien laisse la place à Didier Lucine. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous installer sur le canapé. Vous êtes entraîneur de patinage artistique à Annecy. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Dans l'actualité brûlante de ces derniers jours, la démission de Didier Gallagher, le président de la Fédération française des sports de glace. Alors, on rappelle rapidement le contexte. Gilles Beyer, entraîneur de patinage, est accusé par plusieurs patineuses, dont Sarah Abitbol, ancienne championne de patinage, de violences sexuelles et de viol. Quel regard vous portez sur ces accusations? Là, on est vraiment très content que Sarah ait pu parler. On a été très surpris. Déjà, on l'a appris quand elle en a parlé. En fait, personne ne le savait avant. Donc là, déjà, c'était un choc. Et puis, c'est très difficile à écouter. Son reportage a été vraiment très dur, même pour nous, qu'on la connaît depuis toute petite. Donc, ça a vraiment été très dur. Et puis, effectivement, ça a lancé beaucoup de choses, et ça, c'est la bonne chose. Je pense que ça permettra de protéger dans l'avenir des centaines et des centaines de jeunes sportives. Elles vous ont étonné, ces accusations? Pas vraiment, puisque Gilles Beyer, moi j'avais dénoncé déjà les agissements de Gilles Beyer, mais on ne pensait pas vraiment que c'était si grave. Il avait un comportement inapproprié, c'était épouvantable, donc on l'avait dit. Moi j'avais fait un courrier à la fédération, il y a eu une enquête administrative, donc il y avait à peu près pendant 5 ans écarté Gilles Beyer, puis en fait après Didier Gallagher l'a remis. Alors, la semaine dernière, Didier Gallagher se défendait d'avoir été au courant de tels agissements de la part de l'ancien entraîneur, de les découvrir en même temps finalement que l'opinion publique. Pourtant, vous aviez alerté la fédération il y a déjà 20 ans. Oui, non, mais il était au courant. Effectivement, il était au courant. Pas du viol comme l'a décrit Sarah. Ça, honnêtement, personne ne le savait. C'était la surprise générale. C'était pas possible qu'il le sache, ou alors sauf si Sarah le avait dit directement. Mais ça, il n'y a que Sarah qui peut vous le dire. Donc, par contre, les agissements de Gilles Beyer, c'était bien connu, et puis il y en a beaucoup derrière, et en fait, oui, c'est un comportement catastrophique. Donc ça, il était au courant, bien sûr. Sa démission, elle était nécessaire, selon vous? Bien sûr, heureusement d'ailleurs. Pourquoi? Heureusement, parce que d'abord, il a couvert, il l'a remis, donc ça, imaginez déjà les victimes qui ont pu se passer depuis 2000 jusqu'à maintenant, ça, c'est pas normal, ça, c'est une erreur monumentale. Donc après, il a couvert, après, c'était un ensemble d'amis, je veux dire... Ils se connaissaient depuis l'enfance, on se connaissait, on patinait ensemble. Donc c'est vrai que c'est difficile, tant qu'il n'y a pas de plainte, de virer quelqu'un. Mais le remettre, c'est quand même énorme.
Alors, l'affaire Gilles Beyer touche aussi de plein fouet la Haute-Savoie. La mère d'une ex-licenciée du club d'Annecy, Sabina Mahamoud, accuse l'ancien entraîneur de chantage. Il lui aurait demandé des faveurs sexuelles en échange de cours gratuits pour sa fille. Vous en pensez quoi? Truc de fou. C'est un truc Vous de étiez fou. au courant? Ah, pas du tout. J'ai l'ai su quand l'équipe m'a appelé pour me dire, écoute, j'ai un contact, est-ce que c'est fiable? Je sais qu'elle a patiné chez toi, Madame Mahmoud vient de me contacter. Donc j'ai dit, ça me paraît bizarre. J'ai appelé Madame Mahmoud puisque je la connais bien. Elle me raconte tout. J'ai dit, mais bon, à la limite, je la croyais pas, quoi. J'ai dit, t'en rajoutes et tout. Elle me dit, écoute, j'ai tous les textos. Donc elle m'a envoyé tous les textos. Ben, là, ça calme. Hein. Ça calme, c'est un truc de fou. C'est inimaginable. Ce qui est grave, c'est que c'est en 2017. C'est-à-dire capable de se comporter comme ça en 2017, ça veut dire que de 2000 à 2017, il a fait ça avec des centaines, voire des milliers de personnes, puisqu'il est en contact de centaines de personnes par jour. Vous pensiez un jour que ça pouvait arriver Ah non, au mais club c'est impossible. Non, mais bon, je connais bien depuis longtemps, c'est impossible. C'est un truc incroyable. Il y a des choses qui doivent changer selon vous, plus de surveillance par exemple pendant les entraînements ou pendant les stages. Quelle solution finalement est-ce qu'on peut apporter pour éviter ces potentielles dérives? Il faut plus de féminin, plus de surveillance, mais c'est toute une ambiance générale en fait. Il faut je crois, éviter les prédateurs et les vrais malades, parce que les vrais malades, on ne pourra pas vraiment les éviter puisqu'on ne les connaît pas. Mais c'est difficile, on voit, nous on peut être très bien dans le bureau, il peut y avoir un problème dans le vestiaire. On n'y est pas, on n'y sera pas. Je veux dire, on ne peut pas tout couvrir, donc il faut savoir quand même qu'on ne peut pas tout faire. Mais on fera le maximum, c'est prévu, on va s'organiser. On a contacté une ancienne élève, moi, qui a une association de protection, donc on va la voir, on va faire le tour de ce qu'on peut faire pour avoir le minimum de risques. Mais bon, on ne sera pas à 100%. Il faut pas c'est un combat de tous les instants, finalement. Oui, de tous les jours, dans la rue, partout. Enfin, c'est un truc. On ne peut pas non plus résoudre tous les problèmes de la société. Hein. Merci beaucoup voilà. Didier Lucine d'avoir été avec nous ce soir. Je vous laisse regagner la régie. Merci. Merci. Au revoir. On quitte la glace pour le squash avec nos prochains invités. Nathalie Chabot. Bonsoir. Vous êtes responsable du tournoi Annecy Rose Open et David Berger, vice-président d'Annecy Squash. Alors avec vous, on va parler d'Annecy Rose Open 2020. Il s'agit donc d'une compétition de squash 100% féminine. C'est la 2e édition cette année. Vous avez choisi de reconduire l'événement fort de cette première édition de 2019 ? Tout à fait. C'était un bon tournoi l'année dernière et on s'est dit qu'il fallait continuer l'aventure et développer le squash féminin dans la région et surtout sur le territoire français. Et donc, rebelote cette année, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une compétition 100% féminine ? Ah ça, bonne question. En fait, la première édition, c'était une édition masculine. Enfin, les deux premières, pardon, oui. C'était des éditions masculines. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre en avant le sport féminin et le squash féminin. Ça manquait ? Tout simplement, oui. Ça me manque, ouais. On est le seul tournoi en France à organiser un tournoi mondial féminin. Est-ce qu'on peut imaginer une compétition avec des joueuses et avec des joueurs ? Est-ce que ce sera possible un jour d'avoir une compétition mixte ? Alors, c'est-à-dire avoir à la fois les équipes hommes et masculines, mais on n'a pas. Je pense que c'est une question de terrain. On est bloqué au niveau des terrains et du nombre de participants en fait. Donc ça devra prendre encore un petit peu plus de temps avant d'avoir de véritables compétitions mixtes. Ça prendra plus de temps, ça demande un peu plus de budget, ça demande un peu plus de terrain, donc ça demande beaucoup de... Mais ça pourrait être envisageable ? Tout est possible. Bonne réponse, une réponse commune. L'année dernière, la dotation était de 11 000 $. Cette année, elle est de 20 000 $. Comment est-ce que vous expliquez cette augmentation ? Alors en fait, c'est un choix des bénévoles de l'association, ainsi qu'une partie de nos sponsors traditionnels historiques. En fait, on souhaitait, en augmentant la dotation, avoir des joueuses beaucoup plus connues et avec donc beaucoup mieux classées au niveau international. Et surtout, c'était d'avoir davantage de visibilité dans les médias et attirer beaucoup plus de monde. Voilà. Vous pensez que ça va être le cas ? On l'espère. On l'espère. Ça commence déjà, on est sur TV8 de Mont-Blanc. Et on est ravis de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Ce sont 24 joueuses qui vont s'affronter. Et quelles joueuses ? Certaines sont classées au niveau mondial. Tout à fait. Elles sont toutes classées au niveau mondial. La numéro 1 du tournoi, si
si je ne dis pas d'erreur, 23e 23e, mondiale. ouais. C'est une Égyptienne. C'est une Égyptienne. Nous avons la deuxième joueuse française, qui est Colline Omar, qui est championne d'Europe par équipe. On croise les doigts pour elle. cette Voilà. année. Elle a fait finale l'année dernière, Elle l'a perdu. donc elle a perdu. Et Bon, c'est sa revanche cette année. pour elle, on espère. Ouais. Qu'est-ce qu'elles apportent, ces joueuses de haut niveau? Elles apportent déjà au niveau technique du spectacle, de la précision au niveau des touchers de balle, ce genre de choses, et du spectacle au niveau des spectateurs. Et ensuite, beaucoup de gens les suivent sur les réseaux sociaux. Donc tous nos matchs vont être retransmis, on va dire, en streaming, en instantané. Donc il y aura beaucoup de gens comme l'année dernière qui vont suivre ces matchs-là et qui vont les encourager indirectement via les réseaux sociaux. Une belle visibilité. Voilà, Finalement. exactement. Tout à fait. Ces participantes, alors vous l'avez dit très rapidement, elles viennent d'un petit peu partout dans le monde, Oui. France, Angleterre, Pakistan, Égypte, comme Égypte, vous l'avez dit. C'est ça aussi la force d'Annecy Rose Open. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des joueuses françaises qui viennent jouer en France, c'est-à-dire qu'on attire, avec la première édition 2020, ça a été un super beau tournoi avec une bonne ambiance et avec que des échos positifs sur ce tournoi-là. Donc forcément, il y a eu du bouche à oreille et là, cette année, il y a d'autres joueuses qui se sont inscrites, malgré 2 autres tournois qui ont lieu en même temps que nous. Et ben, certaines ont répondu présentes et ont même reconduit en disant on privilégie l'Annecy Rose Open. Vous aimeriez faire venir d'autres nationalités? Pourquoi pas, mais Ouais. on a déjà normalement toutes les nationalités du monde du squash féminin. Donc on aimerait plutôt attirer des joueuses avec un classement supérieur, on va dire. Et la France, elle est bien représentée? Oui, là on a déjà 5 joueuses. Alors on a déjà la numéro 2 française qui vient chez nous et qui est licenciée dans notre club. En plus, On a, voilà. c'est à noter. Hein. C'est à noter, voilà. On a des petites jeunes aussi en U19 comme Ninon Le Marchand qui fera son premier PSA là chez nous cette année. Donc c'est bien. On est content de les avoir parmi nous. Et pour cette édition, vous avez fait des appels aux dons. Tout à fait. Donc vous pouvez retrouver cet appel aux dons sur les réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook Annecy Squash et sur Instagram également. À quoi vont-ils servir ces dons? Pourquoi est-ce que vous faites un appel aux dons cette année? L'année dernière, ce n'était pas le cas. Non. Alors en fait, cette année, la dotation est plus élevée. On a quand même tous nos sponsors qui ont suivi pour effectivement payer cette dotation. Seulement, il y a des frais annexes. Et tout en cherchant de nouveaux sponsors qui vont nous permettre d'offrir un service, on va dire, un peu plus premium aux joueuses, afin qu'elles se concentrent vraiment sur leur tournoi, c'est-à-dire tout ce qui est logistique, les récupérer à l'aéroport, les amener à l'hôtel, leur fournir une prestation De service. voilà, et tous les frais annexes, les terrains, la location des terrains, ce genre de choses. Alors en parallèle, on s'est dit, s'il y a des gens qui sont intéressés par le sport, par le squash et par toutes ces équipes féminines, pourquoi pas donner un petit peu. Vous avez déjà fait les comptes? Vous avez récolté combien d'argent grâce Là, à ces on dons est là pour le à moment? 2000, je crois, sur 6 000. On est à 2000 € en moins de 8 jours. Donc, C'est voilà. un beau début, ça démarre Déjà, fort. c'est un bon début. Après, on pense qu'il y aura, ça va se calmer. Et on espère en tout cas atteindre l'objectif qui est donc de 6 000 € et voire même le dépasser, parce qu'en le dépassant, ça permettra d'avoir un meilleur accueil pour les joueuses, les arbitres, les sponsors, les bénévoles et même ceux qui voudront venir assister aux différents matchs. Eh bien, on espère aussi pour vous que ces dons vont dépasser vos espérances. Alors, on rappelle les dates du 24 au 26 mars. 28 mars, pardon. Oui, c'était un petit peu plus long. À Visaform à Sénaux, l'entrée est bien évidemment gratuite Tout à fait. pour assister à un superbe spectacle. Exactement. Eh bien, merci à vous deux, en tout cas, d'avoir été Merci avec à vous. nous. Bonne continuation. Oui, merci beaucoup. Et puis, bon match. Merci. Pour la suite, je vous invite à regagner la régie, le temps pour moi d'accueillir mes nouveaux invités. Et donc, on change de décor avec nos 2 prochains invités. On va s'intéresser à nos lacs. Alors, j'appelle Étienne Dambrine. Vous êtes directeur de recherche à l'INRA. Je vous en prie, je vous donne ce petit micro. Hop, tenez, pour qu'on vous entende bien. Donc, vous êtes, Étienne Dambrine, directeur de recherche à l'INRA, et Roman Kosavski.
C'est bon, super. Vous êtes le vice-président en charge de la recherche à l'université Savoie-Mont-Blanc. Alors, avec vous, nous allons effectuer une plongée en eau trouble. Étienne Dambrine, vous animez ce mardi à l'université Savoie-Mont-Blanc une conférence « Le souffle des lacs, une menace climatique ». Point d'interrogation. Première nouvelle, les lacs respirent. Et moi, je retire mes respirations quand je vous dis ça. Non, mais les lacs respirent. Respirez d'abord. C'est bon. La respiration. Ne vous laissez pas troubler. En tout cas, j'espère que je ne vous trouble pas. Oui, les lacs respirent. Alors, les lacs respirent et ils soufflent, bien sûr. Ils inspirent, ils inspirent. On s'en rend compte de plus en plus. Ils inspirent de l'oxygène, comme nous, voilà, et ils soufflent du gaz carbonique. Et alors, allez, menace climatique, en fait... c'est peut-être pousser loin le bouchon, défi en tout cas, enjeu, et enjeu à la fois scientifique et environnemental, parce qu'on sait que le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Qu'on pointe souvent du doigt. Qu'on pointe souvent du doigt, voilà, ou en tout cas en ce moment, parce qu'on sait que l'évolution actuelle du climat, cette augmentation de température, eh bien, elle est liée à l'augmentation du taux de gaz à effet de serre. On s'intéresse à la respiration de notre planète, globalement, et en particulier des lacs. Alors, vous comparez même ces lacs à des êtres vivants, des lacs, vous l'avez dit, qui respirent et qui éructent aussi. Ah oui, en fait... C'est très drôle, hein, dit comme ça, c'est très surprenant. Parce que en fait, si l'on met des cloches à la surface des lacs, voilà, qu'on immerge des cloches, on récupère des bulles, et ces bulles, eh bien, elles contiennent souvent une proportion élevée de méthane. Le méthane. Et si au sortir d'un bar, vous retournez votre verre de bière plein d'eau au-dessus d'une zone vaseuse et que vous remuez la vase, des petites bulles vont remonter et vous pouvez alors, retournant votre verre avec votre briquet, allumer le gaz qui est dans votre verre. C'est du méthane. Et les lacs, tous les lacs en produisent. Alors ils en produisent d'autant plus que le fond du lac est anoxique. Anoxique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Et c'est le cas de certains lacs. Alors, ce n'est pas du tout la généralité, mais il y a certains lacs où il y a peu d'oxygène en profondeur. Et donc, le carbone du sédiment qui s'est accumulé au cours de millénaires, quelquefois, mais encore récemment, eh bien, peut se transformer cette fois-ci, non pas en CO2, parce qu'il faut de l'oxygène, carbone, oxygène fait du CO2, mais cette fois-ci en CH4, qui est le méthane lorsqu'il n'y a pas d'oxygène. Et ce méthane, il remonte sous forme de petites bulles, ou bien il diffuse, et s'il n'est pas consommé par des bactéries qui sont là, avides de carbone, et qui utilisent ce méthane à la place du CO2, eh bien, il peut sortir, dégazer. Et c'est un gaz dont on se soucie parce que son potentiel en termes d'effet de serre est beaucoup plus élevé que celui du CO2. Alors, on va y revenir dans un court instant. Et donc, le passionné que vous êtes va donner cette conférence, Le souffle des lacs, une menace climatique, dans le cadre d'Amphi pour tous. Le cycle Amphi pour tous existe depuis 2002. Le but, quel est-il? C'est de démocratiser finalement la parole scientifique? C'est démocratiser, c'est faire connaître l'université, c'est d'offrir sur le terrain de Savoie et des Hautes-Savoie la possibilité pour les habitants de rencontrer des chercheurs qui sont dans les 19 laboratoires de l'université Savoie-Mont-Blanc. Alors, c'est des chercheurs dans les domaines très variés. Ça peut être de mathématiciens, des physiciens, des biologistes, de collègues de l'INRAE, comme Étienne, très variés, oui. Mais également sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion. Voilà, dans le passé, on avait quelques amphis. Vous avez dit que c'est 2002 qui était la date des débuts de ces amphis, donc ça fait déjà 18 ans. Ça fait, moi j'ai fait les petits calculs en venant ici, ça fait à peu près entre 400 et 500 séances qui ont été dispensées sur le territoire. Et donc, on n'a jamais annulé un amphi pour tous. Donc, si vous trouvez le programme sur les sites web de l'université, vous pouvez être sûr que vous allez avoir cet amphi. On avait une fois un problème avec quelqu'un qui était malade, donc on a remplacé par un autre collègue, mais l'amphi s'est bien déroulé. Est-ce que tous les publics peuvent assister à ces conférences? Tous les publics, c'est la vulgarisation, les grands publics. Tous les chercheurs essayent de faire en sorte pour que les choses soient compréhensibles pour tout le monde. Après, ils réussissent ou ils ne réussissent pas, mais c'est à vous de juger. On peut poser des questions, donc c'est 45 minutes de présentation, suivies de 45 minutes de discussion avec les publics.
Bon, je me rappelle les conférences dans les passés qui ont marqué un peu le cycle des Amphis pour tous sur les surendettements. C'était les juristes qui l'ont fait. On a failli quasiment évacuer la salle, telle était la pression des gens qui voulaient venir sur les problèmes d'anorexie, etc. Donc les problèmes sociétaux, les problèmes des personnes qui sont abordés, et puis mais également les ondes gravitationnelles, le boson des Higgs, etc. Donc les grands défis scientifiques également. Et on ne doute pas, bien sûr, que cette conférence sur les souffles du lac va faire un tabac. Alors justement, pour en revenir à nos lacs, peut-on quantifier la quantité de CO2 que les lacs rejettent ? Oui, alors... Comment est-ce qu'on le fait ? Comment est-ce qu'on le fait ? Alors, il y a différentes techniques, mais on sait très bien mesurer le CO2. On connaît la concentration qu'il y a dans l'air et on sait mesurer les concentrations que l'on trouve dans l'eau. Et donc, par la différence simplement de concentration, on peut calculer une émission. On peut aussi le faire en plaçant ce dont je parlais il y a quelques instants, des cloches, voilà, qui permettent de mesurer le CO2. Et puis ensuite, tout dépend un peu du dispositif. Il y a des lacs naturels pour lesquels ces voies-là sont les voies essentielles. Et les lacs artificiels. Les lacs artificiels, comme les barrages. Et ces barrages, souvent, on prend l'eau en profondeur. Et comme on prend l'eau en profondeur, en fait, en profondeur, l'eau est plus concentrée à la fois en CO2 et en méthane. Et lorsqu'on prend l'eau en profondeur, pour la turbiner par exemple, ou pour irriguer des cultures, eh bien, le gaz qui est présent sous une certaine pression, la hauteur de la colonne d'eau, eh bien, il va dégazer. Et là, donc, on mesure encore une émission. Donc, c'est les 3 principales voies d'émission. Et c'est ce que nous avons fait, d'abord sur un certain nombre de lacs, et puis sur l'ensemble des installations de barrages hydroélectriques d'EDF. Et c'est un peu ce que je vais tâcher de présenter. Voilà. L'activité humaine peut-elle avoir une influence sur la respiration lacustre ? Ah oui, bien sûr, pour toutes sortes de raisons. Et c'est un des enjeux, un des défis de ce que nous étudions. En fait, on sait mesurer les émissions. Maintenant, il faut ramener les émissions à qu'est-ce que seraient ces émissions si on était dans un système naturel, si l'homme n'était pas là. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Ça devient plus compliqué parce que je vous disais que le méthane sort du sédiment. Quelle quantité de sédiment est due à l'homme et quelle quantité de sédiment se serait formée naturellement de toute façon? Eh bien ça, c'est lié à l'usage des sols, c'est lié à l'usage des terres, c'est lié à l'érosion, c'est lié aux variations climatiques aussi, parce que l'érosion, eh bien, elle se fait surtout pendant les périodes de fortes pluies. Donc on voit bien que l'évolution du climat intervient aussi. Et puis, il n'y a pas que ça, bien sûr. Si l'on rajoute dans l'eau, et l'eau, eh bien, elle vient du drainage des sols, si on rajoute dans l'eau des fertilisants, typiquement le phosphore, l'azote que l'on met sur les cultures, eh bien, on va modifier effectivement la sédimentation et donc la production de gaz à effet de serre. Merci pour toutes ces explications. Alors, je rappelle que si vous voulez assister donc, à cette conférence sur le souffle des lacs, ça se passe ce mardi à l'Université Savoie-Mont-Blanc. C'est ouvert à tous. Il y a une adresse Internet aussi pour retrouver toutes les conférences. Vous pouvez nous la redonner ? Voilà, je vais la redonner et je vais rappeler que les 3 dernières années, on enregistre les conférences qui sont disponibles gratuitement à regarder sur YouTube. Donc, il y a un lien, donc www.unif-smb, Savoie-Mont-Blanc, comme savoie-mont-blanc.fr/amphi avec S à la fin. Et sur ce site, vous trouverez toutes les informations, contacts, etc. Vous pouvez aussi demander qu'on vous prévient par mail de toutes les conférences. Super. Voilà. Ben, merci à tous Alors, les deux. en fait, Dites-moi. ça se passe à Annemasse. C'est ça. D'accord. Roman, et non Annemasse. pas à De toute Chambéry façon, ou à Annecy. tous les renseignements sont disponibles de toute façon. Voilà. sur, Demain, c'est à Annemasse, mais sur après, le site. Étienne, il va faire encore 4 fois cette conférence dans divers Parce qu'on ne s'en lasse pas. Voilà. J'espère vous avoir comme public. Mais bien vous m'avez sûr. convaincu, ça c'est certain. Merci à tous les deux pour cette Merci à entrevue vous. très enrichissante. Je vous laisse regagner la régie. J'accueille maintenant mon dernier invité. Il s'appelle Cyril Robert. Et avec lui, enchanté Cyril, je vous laisse vous installer. Nous allons parler d'un très très beau documentaire qui s'intitule De Vallée Ensommée, réalisé par Morgane Moal et produit par l'association aixoise Camae. Oui, C'est bien ça, je prononce correctement. c'est bien. Ce film retrace votre aventure et celle de votre jument avec qui pendant 30 jours et en totale autonomie, vous avez parcouru les Alpes de Savoie en juillet 2017. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette aventure ?
Alors, je vais juste reprendre un petit peu sur les dires, juste sur les mots. Totale autonomie, du coup, il y avait Morgane qui était là pour filmer. Donc vous Donc, avez à des triché. moments, alors il n'y avait pas d'objectif, c'était pas annoncé comme quoi on allait faire une totale autonomie, c'était pas le but. Mais voilà, donc Morgane me ravitaillait par moment pour que les puristes, voilà, pour que ce soit clair pour les puristes. Alors Voilà. quel souvenir vous gardez de cette Quel aventure? souvenir, eh ben, des paysages sublimes, une diversité extraordinaire en Savoie, comme on n'a pas idée en réalité, parce qu'on aime bien se revendiquer savoyard, mais souvent, ben, même si la Savoie c'est assez petit, assez restreint au final, on sort assez rarement de chez soi, on va rarement sortir de sa zone de confort. On aime bien aller sur la petite montagne, on a nos habitudes Qu'on connaît bien. qu'on connaît bien. Et au final, j'ai été vraiment subjugué de la beauté des paysages et ils sont changeants au possible de jour en jour, quoi. Vraiment, c'était extraordinaire. Pourquoi vous vous êtes lancé dans une telle aventure? Pourquoi? Quel est le point de départ? Alors le point de départ, c'est, on va dire plutôt le point de fin qui est un point de départ. C'est que Kamae, elle avait 19 ans et ça faisait 17 ans qu'elle m'accompagnait. Kamae, la jument. Kamae, la jument. Bon, on D'où replace. Kamae Production pour l'association. Voilà. Donc Kamae, ça fait 17 ans que je l'ai, qu'elle est à mes côtés. Et donc l'idée, c'était pour sa retraite, lui offrir un beau voyage. Et je me suis demandé comment la remercier. Et j'ai trouvé que l'idée justement du voyage, de lui offrir des somptueux paysages, des panoramas à couper le souffle, eh ben, c'était un beau cadeau et c'était le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Quel message est-ce que vous vouliez délivrer à travers ce film? Eh Quel est le ben, message finalement? quel message? Enfin, il y en a beaucoup et je pense que c'est des messages qui sont assez délicats, assez subtils, mais la première, ce serait de dire que pour avancer, pour aller loin, il faut se replonger dans des valeurs qui sont essentielles, qui sont bien souvent perdues, comme principalement l'humilité et la bienveillance. Et c'est les deux valeurs qui poussent à aller loin et qui me permettent de finir cette aventure. Quand je suis à cheval, donc on est un peu sur les réseaux sociaux. Déjà dans l'aventure, on commence à être présent sur les réseaux sociaux. Et j'ai d'autres cavaliers qui me contactent, qui font aussi des périples à cheval dans les Alpes. Et au final, sur les 2-3 cavaliers qui me contactent en même temps, je suis le seul à avoir fini ce voyage. Les autres ont fini sur merci. Les autres ont fini sur blessure. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que quand on arrive dans un pays, enfin, dans un territoire comme la Savoie, avec des montagnes, on sent le danger. Et en fait, si on commence à avoir une prétention d'être plus fort que les montagnes, Ça ne fonctionne pas. ça ne fonctionne pas et on va directement, on va droit à la blessure, on va droit à la catastrophe. Et en fait, c'est un film qui montre que à travers la lenteur, à travers l'humilité, à travers la bienveillance, en prenant son temps, on peut aller très très loin. Voilà. Le cheval a été pendant longtemps le moyen de transport privilégié par l'homme, mais vous, il y a une relation très différente avec cet animal. Et il y a une relation très différente aussi qui prend sens aujourd'hui parce que, comme vous l'avez dit, c'était un moyen de transport. Il a aussi été utilisé pour les guerres. Voilà, on doit notre évolution plus ou moins directement à notre cohésion avec le cheval aussi. Mais maintenant, il est devenu un moyen de loisir aussi. Donc on reste dans cette notion de moyen. Et en fait, j'aimerais justement, à travers ce film, remettre la relation au goût du jour. C'est-à-dire que le cheval ne parle pas, donc que ce soit pour se déplacer, que ce soit pour aller faire des concours de saut d'obstacles, c'est facile de dire j'ai une relation fusionnelle avec mon cheval. C'est très facile, mais est-ce que c'est à sens unique ou pas? Et se heurter un peu à la difficulté du terrain en Savoie, ça m'a permis aussi de comprendre mes erreurs, parce que j'en ai fait encore, même après 17 ans de relation. Et j'en ai quand même Elle vous a fait tiré encore des évoluer, conclusions. Kamae. Oui, énormément. Elle m'a fait évoluer et là, je dirais que c'était le test de sortie, on va dire, pour voir si j'étais vraiment en phase avec elle et si je la respectais vraiment pour ce qu'elle est réellement, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement dans cette aventure? Les 700 km parcourus, les intempéries, le terrain montagneux, l'entente avec Kamae. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Le plus dur, ça va paraître paradoxal au vu de l'aventure, hein, mais j'ai pas cette sensation de difficulté. Voilà.
Comment vous l'expliquez alors de ne pas avoir cette Je sensation dis parce que de j'ai pas cette sensation de difficulté, parce qu'on ne part pas dans un état d'esprit en se disant ça va être difficile, les montagnes, on va vraiment éprouver de la difficulté à avancer. Si vous voulez, on avance au rythme du cheval. Et en fait, on se dit simplement, ah bah, il pleut, bah, très bien, je vais mettre ma tente, et puis je vais m'abriter, et puis on va attendre que ça passe, et puis on repartira. Alors voilà, on va loin, on fait au final les 700 km, les 24 000 mètres de dénivelé positif, ça n'a jamais été un objectif de départ, c'est juste un constat qu'on se dresse à la fin. Alors c'est sûr, on l'a utilisé pour le film documentaire, parce que c'est ce qui parle le plus à l'heure actuelle, la performance, mais en réalité, le film est complètement ailleurs que dans la performance. Et du coup, eh ben, on n'a pas cette notion de difficulté. Moi, je n'ai pas eu cette notion de difficulté dans le voyage. C'est presque une difficulté au quotidien, mais c'est une difficulté qui nous apporte énormément tous les jours. Et moi, en tout cas, j'ai plus retenu ce que ça m'apportait tous les jours. Et je m'émerveillais de tout ce que ça m'apportait au quotidien plutôt que les difficultés que je rencontrais. Voilà. Alors, en quelques mots, votre plus beau moment, moi j'ai envie de le connaître. Mon plus beau moment, alors c'est une question qui est difficile parce que pour moi toute l'aventure de mon vécu a été magnifique, mais je dirais que le moment le plus fort, c'est justement de sentir, parce qu'il y a toujours cette interrogation de se dire est-ce que ce que je demande à mon cheval, il veut venir avec moi ou est-ce que je l'oblige à me suivre. Et le jour où j'ai vraiment ressenti en fait cette sensation qu'on faisait qu'un, et c'est un moment où les larmes me montent aux yeux, où je me mets à pleurer, où j'ai les jambes en coton et où je sens une détermination de fer de la part de Kamae qui a envie d'avancer. C'est presque elle vous qui a me poussé. dit, ouais, c'est presque elle qui me dit allez on y va, on continue, c'est super quoi. Et voilà, ressentir ça en fait. Et le fait que ce soit mon corps qui le manifeste et que ce soit pas moi qui me dise ah bah c'est génial, je la sens bien ou voilà, j'étais vraiment, j'ai été pris de court et voilà, l'émotion s'est emparée de moi. Et là, j'ai su à ce moment-là, c'était au bout de la deuxième semaine, il me semble à peine, j'ai su qu'on irait jusqu'au bout sans aucun problème. Ouais, une magnifique aventure, on l'a Voilà. compris. On rappelle le nom du documentaire de Vallée en Sommet. Merci beaucoup Cyril pour votre participation. Vous restez avec moi, on retrouve Sébastien Germain tout à l'heure pour le JT. On va bien sûr reparler du coronavirus au Contamine Montjoie. Restez avec nous, c'est juste après une courte page de publicité.